Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pouvons pas venir au tien, a dit maman. J'ai répondu, c'est d'accord. Ils ne savaient pas que je possédais une villa de 5,5 millions d'euros en Andalousie. Quand ils ont vu les photos de notre cérémonie, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Dans le plan de la haute société de New York, ma sœur Chloé était l'élévation de façade, dorée, ornementale, conçue pour capter la lumière. J'étais le mur porteur, essentiel pour que la structure tienne debout, mais destiné à être recouvert de cloisons sèches et oubliées. J'ai appris mon rôle très tôt. J'étais la pragmatique, le personnage d'arrière-plan dans le spectacle de Chloé. Quand j'avais 10 ans, j'ai demandé un télescope. Je voulais voir les anneaux de Saturne. Je voulais regarder quelque chose de plus grand que notre salle à manger suffocante. Pour mon anniversaire, ma mère m'a tendu un kit de contouring professionnel. Elle m'a dit que les garçons ne regardent pas les filles qui regardent les étoiles, ils regardent les filles qui savent mettre en valeur leurs pommettes. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement mis le kit dans un tiroir et j'ai commencé à économiser mon argent de poche pour acheter le télescope moi-même. C'est devenu le schéma habituel. Lorsque je ramenais un bulletin scolaire avec une moyenne générale parfaite de 4,0, mon père me tapotait l'épaule et disait que j'avais de la chance d'être intelligente parce que cela compensait mon manque de grâce sociale. De la chance. Comme si je n'avais pas passé chaque week-end à étudier pendant que Chloé se faisait conduire à des galas. Comme si ma discipline était un accident génétique plutôt qu'une stratégie de survie. Il pensait que j'étais ennuyeuse. Il pensait que mon travail de consultante était un petit emploi de bureau de niveau intermédiaire qui payait le loyer et rien de plus. Il ne savait pas que je ne faisais pas que vérifier des tableurs. J'étais architecte en énergie durable. Je ne me contentais pas de concevoir des maisons, je révolutionnais la façon dont les ultra-riches vivaient hors réseau. Je concevais des systèmes de stockage solaire propriétaires pour des domaines à Singapour, des éoliennes cachées pour des complexes à Gstad. Mon nom était chuchoté dans des cercles où mes parents ne pouvaient même pas payer pour entrer. Je n'étais pas seulement solvable, j'étais riche. Discrètement, incroyablement riche. Mais je ne le leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour eux, la valeur n'était réelle que si elle pouvait être publiée sur Instagram. Ma valeur résidait dans l'infrastructure profondément souterraine, bourdonnant d'une puissance silencieuse. C'est ainsi que j'ai trouvé le château. C'était une propriété qui était restée sur le marché pendant 3 ans. Un domaine du XVIIe siècle à Bordeaux, en France. 13 millions d'euros. La plupart des acheteurs le regardaient et voyaient la ruine. La pierre calcaire s'effritait, les vignes étaient envahies par la végétation et le toit était un désastre. Ils voyaient un gouffre financier. Je voyais une ossature. Je voyais une structure qui avait survécu aux guerres et aux révolutions. Elle avait juste besoin que quelqu'un la voie, la renforce, dégage la pourriture. J'avais l'impression de me regarder dans un miroir. Je l'ai acheté sous le nom d'une société à responsabilité limitée il y a 3 mois. Je n'en ai parlé à personne. Je m'y rendais le week-end, marchant à travers les champs qui sentaient la poussière et le soleil ancien. Je passais mes mains sur les murs froids en pierre calcaire. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le vilain petit canard ou la sœur ennuyeuse. J'étais la dame du manoir. Je construisais un sanctuaire où le silence n'était pas une punition, c'était un luxe. Je reconstruisais le château et, ce faisant, je me reconstruisais moi-même. Je n'avais simplement pas réalisé que j'en aurais besoin si tôt. Cette conversation ne s'est pas déroulée dans un cri. Elle s'est passée autour d'une table basse qui coûtait plus cher que ma première voiture, dans une pièce qui sentait les lys et l'argent de famille. Chloé était assise sur l'ottomane en velours, serrant son téléphone comme si c'était une relique sacrée. « C'est Harper's Bazaar, Sophie, dit-elle, sa voix perchée haut avec ce besoin frénétique qu'elle utilisait comme une arme. Ils ont une ouverture pour le reportage sur les vrais mariages, mais ça doit être le 2e week-end de juin. La lumière est meilleure. C'est ma date, ai-je dit. Ma voix était égale. Ma mère a soupiré, le bruit de la soie froissant contre l'indifférence. Oh, Sophie, sois raisonnable. Tu sais que la carrière de Chloé dépend de l'exposition médiatique. Tu es privée. Tu n'as même pas Instagram. Pourquoi as-tu besoin de la date privilégiée de l'été? Novembre et douillet. Cela te convient mieux. Cela convient mieux à mon budget, c'est ce que tu veux dire, ai-je dit. Mon père n'a même pas levé les yeux de sa tablette.
Nous ne discutons pas de cela. Chloé a le mois de juin. Nous paierons tes frais de modification s'ils ne sont pas trop exorbitants. J'ai attendu la douleur. J'ai attendu cette brûlure familière du rejet qui avait défini mon enfance. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas extérieur. C'était à l'intérieur de ma poitrine, un craquement net et propre, comme une branche morte cédant enfin sous le poids de la neige. C'était le bruit de mon obligation qui se brisait. Pendant 30 ans, j'avais pensé que mon invisibilité était une punition. Je pensais être la prisonnière dans la tour attendant d'être remarquée. Mais en les regardant maintenant, Chloé se languissant, ma mère calculant les angles d'éclairage, mon père rejetant mon existence, j'ai réalisé que mon invisibilité n'avait pas été une cage. Elle avait été un bouclier. Parce qu'ils ne me voyaient pas, ils ne pouvaient pas m'arrêter. J'avais bâti un empire dans l'obscurité pendant qu'ils étaient aveuglés par leur propre flash d'appareil photo. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Ils ne comprenaient pas que le silence est l'endroit où l'architecte travaille. Le silence est l'endroit où le plan est dessiné. Ils pensaient que j'étais la survivante de leur négligence, grattant les fonds de tiroir. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la conquérante d'un monde dans lequel ils n'étaient même pas qualifiés pour entrer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas essayé d'expliquer que mon budget pouvait acheter tout leur quartier. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti ma tablette. J'ai ouvert le portail des fournisseurs pour le lieu de réception à New York. Mon acompte était non remboursable, 23 000 €. Pour mes parents, perdre une telle somme d'argent serait une tragédie financière. Pour moi, c'était des frais d'extraction. Le coût des affaires, le prix de la liberté. J'ai tapé sur l'écran. Annuler la réservation. Confirmer. Puis j'ai ouvert le contrat du traiteur. Résilier immédiatement. Très bien, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air, froid et lourd comme du marbre poli. Ma mère a frappé dans ses mains. Tu vois, je savais que tu comprendrais. C'est juste de la logistique, chérie. C'est ça, ai-je convenu. Je me suis levé, lissant le tissu de mon pantalon. C'est juste de la logistique. Je suis sorti de cette maison sans regarder en arrière. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir intimidé l'héritière de rechange pour la soumettre. Ils ne savaient pas que je n'avais pas seulement annulé un lieu de mariage, je venais d'annuler mon adhésion à leur famille. 3 mois plus tard, je me tenais sur un échafaudage à 20 pieds dans les airs, sentant la poussière de calcaire et le thym sauvage. Le château se réveillait. J'avais arraché les rideaux de velours pourri et ouvert les volets qui avaient été scellés pendant 50 ans. La lumière ici était différente, lourde, dorée, impénitente. Elle se déversait sur les sols en pierre que je restaurais. Je ne faisais pas que réparer une maison, j'ingénierais un chef-d'œuvre. J'installais un atrium en verre solaire propriétaire dans la cour centrale, une technologie invisible qui alimenterait tout le domaine tout en ressemblant à rien de plus qu'une feuille de ciel cristallin. Mon téléphone a vibré sur l'établi en contrebas. Il vibrait depuis 90 jours. Je suis descendu et j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. L'écran s'est allumé avec une notification de Chloé. Puisque tu as économisé tant d'argent en annulant ton lieu de réception, maman dit que tu peux couvrir la mise à niveau du photographe. C'est 11 000 € supplémentaires. Harper's Bazaar a besoin d'un éclairage spécifique. Transfère ça avant la fin de la journée. J'ai fixé le message. L'audace n'était pas surprenante. Elle était structurelle. C'était le pilier porteur de sa personnalité. Puis est venu un message vocal de ma mère. J'ai appuyé sur lecture, laissant sa voix résonner contre les murs de pierre vieux de plusieurs siècles. Sophie, arrête de bouder. C'est incroyablement égoïste de disparaître comme ça juste parce que les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Nous sommes tous stressés à essayer de rendre ce jour parfait pour ta sœur, et ton silence ramène tout à toi. Grandis un peu et décroche le téléphone. Il pensait que j'étais assise dans un appartement sombre à New York à pleurer sur un pot de glace. Il pensait que je les punissais par le silence parce que j'étais blessé. Il ne comprenait pas la physique de notre famille. Pendant 20 ans, j'avais été le groupe témoin dans leur expérience d'excellence. Pour que Chloé soit le succès, il devait y avoir un échec auquel la comparer. Pour qu'elle soit la beauté, je devais être la bête. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais un accessoire nécessaire. J'étais l'arrière-plan sombre requis pour qu'elle brille. En partant, je ne m'étais pas seulement retiré.
J'avais brisé le miroir. Sans moi là-bas pour paraître ordinaire et pratique, l'extravagance de Chloé ne ressemblait plus à un triomphe. Elle semblait juste coûteuse. Ils n'étaient pas en colère parce que je leur manquais. Ils étaient en colère parce que sans le bouc émissaire, l'enfant chéri commence à ressembler beaucoup à une narcissique. Ils avaient besoin que je retourne dans ma boîte pour que leur réalité ait de nouveau du sens. Je n'ai pas répondu au texto. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vu le solde de mes actifs liquides, un chiffre avec assez de zéro pour acheter tout le lieu de mariage de Chloé et le transformer en garde-meuble. Je n'ai rien transféré. J'ai pris ma tablette et approuvé le schéma pour l'atrium. Le verre arriverait d'Allemagne demain. L'installation serait terminée 3 jours avant le mariage de Chloé. Il voulait que je paie pour l'éclairage. J'ai souri, sentant la chaleur sèche de l'après-midi sur mon visage. Je payais pour l'éclairage, simplement pas le leur. 5 mois avant le mariage, j'ai initié la phase de recrutement. Dans la construction, il existe un concept appelé transfert de charge. Lorsqu'un élément structurel faiblit, on ne se contente pas de le rapiécer, on redistribue le poids vers des colonnes plus fortes et plus fiables. Ma famille nucléaire était une façade en ruine. Il était temps de transférer la charge vers les personnes qui m'avaient réellement soutenu. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la terrasse. L'air sentait la lavande et la chaleur. Je n'ai pas engagé de calligraphe. Je n'ai pas acheté de papeterie à la feuille d'or. J'ai simplement ouvert un fil de courriel sécurisé. La liste était courte. C'était la pile de rejet des archives familiales. Premièrement, tante Claire, la sœur de ma mère. Elle avait été exilée du cercle intime il y a 5 ans pour le crime d'avoir divorcé d'un riche sénateur qui la traitait comme un accessoire. Ma mère l'a qualifiée de désordonnée. Je la qualifiais d'honnête. Deuxièmement, la cousine Julie, la brebis galeuse qui avait abandonné l'école de droit pour ouvrir une boulangerie. Mon père l'appelait un investissement gâché. Je me souvenais qu'elle me glissait des livres de physique quand j'avais 12 ans, chuchotant « Ne les laisse pas te rendre petite, Sophie ». Troisièmement, grand-mère Rose. Elle avait 90 ans, était fragile et largement ignorée lors des réunions de famille parce qu'elle n'entendait pas bien et gâchait l'esthétique des photos prises sur le vif. Mais c'était elle qui m'avait appris à lire des plans à sa table de cuisine. J'ai tapé le message. Ce n'était pas une invitation. C'était un appel à la réalité. Je me marie le 14 juin. Pas à New York. À Bordeaux. Vous êtes la seule famille invitée. J'envoie un avion. Faites vos valises pour le soleil. J'ai appuyé sur envoyer. Je m'attendais à des questions. Je m'attendais à de l'hésitation. Au lieu de cela, j'ai reçu 3 réponses en 20 minutes. Claire, enfin. Julie, je fais mes valises maintenant. Grand-mère Rose, via son infirmière, j'ai un nouveau chapeau. Je suis prête. Elles n'ont pas demandé de nouvelles de Chloé. Elles n'ont pas demandé pourquoi. Elles savaient. Elles vivaient dans l'ombre froide de l'amour conditionnel de mes parents depuis des décennies. Elles ont reconnu la porte de sortie au moment où je l'ai ouverte. 2 semaines plus tard, la vraie famille est arrivée. Les regarder entrer dans le château, c'était comme regarder un film en noir et blanc éclater soudainement en couleur. À New York, les réunions de famille étaient des performances raides et chorégraphiées où nous restions debout autour des îlots de cuisine, effrayés de toucher le marbre. Ici, Julie a jeté son sac sur les carreaux du XVIIe siècle et a immédiatement commencé à ouvrir les volets. Claire a marché dans le vignoble, a pris une profonde inspiration et a commencé à pleurer. Pas des larmes tristes, mais le soulagement de quelqu'un qui expire enfin après avoir retenu son souffle pendant des années. Grand-mère Rose s'est assise dans la cour sous l'atrium en verre solaire que j'avais fini d'installer. Elle a levé les yeux vers la façon dont la lumière filtrait à travers les panneaux invisibles, illuminant la pierre ancienne. Elle a touché ma main. « Tu as construit ça ?» a-t-elle dit. Sa voix était fine, mais sa poigne était de fer. « Tu as construit une cathédrale, Sophie. »« C'est une maison, grand-mère, ai-je dit. »« Non, a-t-elle corrigé. »« C'est une forteresse. » Le contraste était viscéral. De retour à New York, mon téléphone collectait toujours les messages vocaux de ma mère, se plaignant du vent venant de l'Hudson qui ruinait l'essai coiffure de Chloé et du coût de l'importation des pivoines. Ils gelaient dans le tunnel aérodynamique de leurs propres attentes. Ici, nous mangions du pain et de l'huile sur une terrasse qui avait survécu à des révolutions. Nous étions au chaud.
Nous étions solides. Je les ai regardés, ma famille dépareillée et imparfaite, et j'ai réalisé que je n'avais pas simplement invité des hôtes. J'avais assemblé un conseil d'administration qui avait réellement un intérêt dans mon bonheur. Elles étaient la fondation. Et pour la première fois en 30 ans, le sol sous mes pieds ne donnait pas l'impression qu'il était sur le point de céder. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant le soleil. Le château était calme, mais il n'était pas vide. Je pouvais entendre le faible cliquetis des traiteurs locaux s'installant dans la cour, leur français feutré dérivant à travers ma fenêtre ouverte. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 6 heures du matin à Bordeaux, ce qui signifiait qu'il était minuit à New York. Le dîner de répétition de Chloé serait juste en train de se terminer. Mon fil d'actualité était inondé de ses publications. Le compte à rebours commence. Chloé en a plus. Elle avait posté une vidéo des arrangements de table, des assiettes de présentation dorées, d'imposants centres de table de rose blanche qui semblaient raides et trop manipulés. Et puis une photo qui m'a fait m'arrêter. C'était un gros plan d'une bouteille de vin. L'étiquette était élégante, minimaliste, à la feuille d'or sur fond noir, la réserve d'or. La légende de Chloé disait, seulement le meilleur pour mes invités. J'ai sourcé ce millésime ultra exclusif directement d'un vignoble privé en Italie. Si vous savez, vous savez. J'ai ri. Le bruit a fait sursauter un pigeon du rebord de la fenêtre. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que la réserve d'or n'était pas italienne. Elle était française. Elle ne savait pas que ce n'était pas sourcé par son organisatrice de mariage. C'était expédié depuis ma cave. Il y a 3 mois, quand j'ai réalisé que la récolte du vignoble du château allait être exceptionnelle, j'avais mis en bouteille une série limitée. Je l'ai appelée l'or invisible. J'ai envoyé 20 caisses à un distributeur à New York sous le nom d'une société écran, leur donnant pour instruction de l'offrir à des événements de haut profil pour l'exposition de la marque. Ma mère, toujours avide d'un symbole de statut gratuit, s'était jetée dessus instantanément lorsque le distributeur l'avait proposé pour le mariage. Il servait mon vin. Il versait mon travail acharné, mon soleil dans leur verre en cristal pour porter un toast à un mariage bâti sur l'esthétique. Ils buvaient le succès de la fille qu'ils appelaient un échec. L'ironie était si riche que je pouvais la goûter. Je suis descendu. L'air était frais, mais le soleil réchauffait déjà la pierre. Antoine était dans la cour, ajustant une vigne de jasmin sur l'arche. Il a levé les yeux et a souri. « Tu as l'air dangereuse », a-t-il dit. « Je me sens dangereuse », ai-je répondu. Chloé sert notre vin. Il a marqué une pause, un sourire lent se propageant sur son visage. Est-ce qu'elle le sait? Non, ai-je dit. Pas encore. La cérémonie a commencé à l'heure dorée. À New York, selon l'application météo, il faisait 7 degrés Celsius et il pleuvait. Un mélange hivernal qui frappait actuellement les fenêtres du yacht club de Manhattan que Chloé avait réservé. J'imaginais les cheveux de ma mère frisant, les invités frissonnant dans leurs robes sans manches, la lumière grise donnant à tout le monde un air délavé. Ici, la lumière était du miel liquide. Je ne portais pas de blanc. Je portais de l'or, une robe sur mesure structurée comme une pièce d'architecture moderne avec des lignes nettes et de la soie fluide qui captait le soleil. Alors que je descendais l'allée de pavés en calcaire flanquée d'oliviers anciens, j'ai regardé les visages qui m'attendaient. Tante Claire essuyant ses yeux, la cousine Julie tenant son téléphone en l'air pour capturer la lumière, grand-mère Rose assise dans son fauteuil roulant avec une couverture sur les genoux, ressemblant à une reine. Et Antoine, debout sous l'atrium solaire que j'avais construit, m'attendant dans la maison que j'avais sauvée. Ce n'était pas une performance. C'était un ancrage. J'ai atteint l'hôtel. L'officiant, un maire local qui était devenu un ami, a commencé à parler de fondation, de comment l'amour, comme une maison, a besoin d'une ossature solide avant d'avoir besoin de décoration. Julie diffusait en direct. Elle n'avait que quelques centaines d'abonnés, principalement de la famille et des amis de chez nous, les invités de seconde zone qui n'avaient pas été retenus pour la liste exclusive de 300 personnes de Chloé. Alors que je prononçais mes vœux, promettant de construire une vie de substance et de vérité, le téléphone de Julie a vibré, puis vibré encore et encore. Je ne le savais pas alors, mais l'algorithme avait repéré le flux. Le contraste était trop parfait. La sœur rejetée dans un château français doré contre la sœur choisie dans une salle de bal pluvieuse à New York. Le titre du flux de Julie, le vrai mariage royal. Au moment où Antoine m'a embrassé, le nombre de spectateurs était passé de 50 à 5000.
Au moment où nous remontions l'allée, douché de lavande séchée, il était de 50 000. Les photos circulaient déjà. La pierre baignée de soleil, la robe architecturale, la richesse et le goût indéniable et stupéfiant qui irradiaient de chaque pixel. Et à New York, les invités s'asseyaient pour dîner, vérifiant leur téléphone sous la table, attendant que les discours commencent. Le signal était sur le point de frapper. La notification n'a pas résonné comme une bombe. Elle a résonné comme une onde. Un téléphone s'est allumé à la table 4, puis 2 à la table 7, puis une douzaine. Dans la salle de bal du Yacht Club de Manhattan, les discours commençaient. Mon père tenait un microphone, se préparant à dire à une salle pleine de gens comment Chloé avait toujours été l'étoile brillante de la famille. Il a tapoté le micro, souriant de ce sourire serré et répété qu'il portait pour ses partenaires commerciaux. Mais personne ne le regardait. Ils regardaient leurs écrans. Ma cousine Julie avait posté la photo décisive. Ce n'était pas juste une photo d'un mariage. C'était le portrait d'une dynastie. Elle me montrait debout sur la terrasse du château au coucher du soleil, la lumière dorée frappant l'atrium en verre solaire derrière moi, illuminant la pierre ancienne comme une auréole. La légende était simple, la propriétaire, l'architecte, la mariée. Le vrai mariage royal. Et puis la deuxième photo, une capture d'écran du titre de propriété que Julie avait accidentellement laissé visible sur la table, montrant mon nom à côté de l'évaluation de 13 millions d'euros. Je n'étais pas là pour le voir, mais tante Claire m'a dit plus tard que le silence dans cette salle de bal était plus fort que n'importe quel cri. Ma mère a été la première à réaliser. Elle s'est penchée par-dessus l'épaule d'un invité, son visage arrangé en un masque poli de curiosité. J'ai imaginé le moment où les pixels se sont enregistrés dans son cerveau. Elle a vu la location dont elle s'était moquée. Elle a vu la fille ennuyeuse qu'elle avait rejetée. Et elle a vu l'ampleur de la chose, l'envergure pure et indéniable de ce que j'avais construit. Alors qu'elle était occupée à critiquer mes cheveux, elle s'est levée. Sa main est allée à sa gorge. Elle a littéralement haleté pour trouver de l'air, comme si l'oxygène de la pièce avait été aspiré par le vide de son propre regret. Chloé a vu sa réaction. Elle a arraché un téléphone à une demoiselle d'honneur. Elle a fait défiler. Elle a vu le château, puis ses yeux ont dérivé vers la bouteille de vin posée devant elle, la réserve d'or dont elle s'était vantée toute la soirée. Elle a regardé l'étiquette. Puis elle a regardé la photo de mon vignoble. Les rangées de raisins étaient identiques. Le logo sur la bouteille correspondait à l'écusson en fer sur mon portail. Elle a réalisé qu'elle ne s'était pas simplement fait voler la vedette. Elle était un accessoire dans ma pièce de théâtre. Elle servait mon succès à ses invités. Elle a laissé tomber le téléphone. Il s'est fissuré sur le sol, mais personne n'a remarqué. À Bordeaux, le soleil s'était complètement couché. L'air était frais et sentait le jasmin. Je me suis assise à la longue table avec mon nouveau mari et ma vraie famille, mangeant du pain trempé dans l'huile de mes propres arbres. J'ai senti une vibration dans l'air, un changement dans le centre de gravité de l'univers. Pendant des années, je pensais que la justice signifiait les regarder tomber. Je pensais que la vengeance signifiait brûler leur maison. Mais assise là, entourée des gens qui m'avaient aidé à couler les fondations, j'ai réalisé que j'avais eu tort. La vraie justice n'est pas la destruction, c'est la création. Ils avaient passé leur vie à construire une scène, obsédés par la performance, par l'éclairage, par le public. J'avais passé ma vie à planter un jardin. J'avais creusé dans la terre. J'avais affronté les tempêtes. J'avais semé des graines dans l'obscurité pendant qu'ils riaient de mes mains sales. Et maintenant, c'était l'heure de la récolte. J'ai regardé les oliviers, anciens et lourds de fruits. Je ne détestais pas ma famille à ce moment-là. La haine est trop active. La haine demande de l'énergie. Ce que je ressentais était la profonde satisfaction tranquille de la semeuse qui regarde les mauvaises herbes s'étouffer elles-mêmes pendant que sa propre récolte prospère. Je n'ai pas volé leur projecteur. J'ai juste allumé le soleil. Et quand vous vous tenez à côté du soleil, une lampe de poche semble terriblement faible. Les répercussions ne sont pas venues avec une explosion. Elles sont venues avec un grattement calme et désespéré à la porte. Dans la semaine suivant le mariage, mon téléphone n'a cessé de vibrer, mais le ton avait changé. Les exigences impérieuses et les ultimatums froids avaient disparu, remplacés par une tentative frénétique de réécrire l'histoire. Chloé a envoyé un texto. Tout le monde pose des questions sur ton lieu de réception. Je leur ai dit, vous avez toujours eu un œil incroyable pour le design.
Nous devrions collaborer sur quelque chose. Les sœurs qui conquièrent le monde, pas vrai? Elle essayait de pivoter. Elle essayait d'attacher sa marque en perdition à mon étoile montante. Elle ne voulait pas d'une sœur. Elle voulait une collaboration. Ma mère a laissé un message vocal. Sa voix était fine, dépouillée de son commandement habituel. Sophie, nous n'avions pas réalisé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions été si fiers. Nous voulons juste te voir. Tu nous manques. L'accès leur manquait. Le reflet du succès que j'aurais pu fournir leur manquait. Le sentiment d'être supérieur leur manquait, ce qui était la seule monnaie que notre famille avait jamais échangée. Je ne les ai pas bloqués. Bloquer implique de l'émotion. Cela implique que leurs mots ont encore le pouvoir de me blesser. Au lieu de cela, j'ai simplement mis les notifications en sourdine. J'ai laissé leurs messages s'empiler dans le vide numérique, sans réponse. Le silence, j'avais appris, était la réponse la plus bruyante de toutes. J'ai passé la matinée à marcher sur le périmètre du vignoble avec Antoine. La chaleur estivale s'installait sur Bordeaux, rendant l'air épais et doux. Nous avons parlé de système d'irrigation et de calendrier de récolte. Nous avons parlé de construire une pépinière pour les oliviers. Nous n'avons pas parlé de New York. New York semblait être une planète différente, une planète dont la gravité ne pouvait plus nous atteindre. Ce soir-là, nous avons dressé la table dans la cour pour le dîner. Tante Claire restait une semaine de plus. Julie et grand-mère Rose jouaient aux cartes sur la terrasse. J'ai mis 5 couverts. Et puis j'en ai mis un 6e. C'était une simple chaise en bois au bout de la table. Je n'ai pas mis d'assiette dessus. Au lieu de cela, j'ai pris une bobine de ruban de velours de ma poche vert olive, la couleur de l'endurance. Je l'ai noué autour du dossier de la chaise en un nœud simple et lâche. Antoine m'a regardé en essuyant un verre à vin. Pour eux, a-t-il demandé doucement. Non, ai-je dit, pour la possibilité. J'ai passé ma main sur le bois de la chaise. Je n'attends pas qu'il s'assoie ici. Je ne garde pas la place au chaud. Mais je ne brûle pas non plus la chaise. Pendant des années, j'ai pensé que le pardon signifiait les laisser revenir pour me blesser à nouveau. Je pensais que les limites signifiaient construire un mur si haut que je ne pouvais plus voir le ciel. Mais en regardant ce ruban flotter doucement dans la brise chaude, j'ai compris la leçon finale de l'architecte. Vous construisez une porte, vous y mettez une serrure, vous gardez la clé. S'ils font un jour le travail, s'ils arrachent un jour la façade, renforcent leur propre fondation en ruine et apprennent à franchir cette porte avec amour au lieu d'exigence, la chaise est là. Mais jusque-là, elle reste vide. Et le vide ne fait plus mal. Cela ressemble juste à de l'espace. Je me suis assise en bout de table. J'ai versé le vin, mon vin issu de ma terre. J'ai regardé les visages des gens qui m'avaient choisi, illuminés par la lumière solaire que j'avais capturée. J'ai levé mon verre. Aux bâtisseurs, ai-je dit, et nous avons bu. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'ils ne voulaient pas vous donner de siège, appuyez sur ce bouton j'aime. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il vaut plus que l'approbation de sa famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vérité.